qu'aujourd'hui, si on est un homme politique, y compris un homme politique modéré, plutôt pro-pouvoir, pro-Poutine en Russie, il faut être complètement excessif, dingue, ultra, voilà, un peu comme la télévision russe qu'on verra dans quelques minutes, voilà, pour entrer en grâce. C'est-à-dire le type qui est discerné et modéré, c'est vraiment rien du tout. Il faut vraiment dire... faut tweeter ça, là. Tweeter des saloperies pareilles pour passer pour quelqu'un qui est vraiment dans l'air du temps et qui a compris l'équation mondiale. Je suis tout à fait d'accord avec Samantha parce que ça montre à quel niveau la société russe elle est chauffée par les shows pareils comme vous avez vu avec Skabeva ou Solovyov parce que c'est pour justement il n'y a plus de modération. C'est ça le problème en Russie, qu'il n'y a plus de modération et c'est une extrémisation totale qui se passe dans la société. C'est ça. On a face à cette société extrêmement nationaliste qui défie toute l'Europe et tout l'Occident. Parce que, justement, je suis d'accord avec Sergueï, ce qu'il a dit, il défie pas que l'Ukraine, il défie toute l'Union européenne et tout l'Occident. Alors, tous ces propos qui sont très dénigrants, c'est justement pour montrer le poids très minime de l'Europe. Mais justement, c'est menaçant d'un côté, mais ça montre aussi que, au final, on va parler à qui ? C'est ça la grande question. À qui on va parler à la suite, à la fin de cette guerre ? J'espère bien, avec la victoire ukrainienne, on va parler à des personnes de ce type. Et ça, c'était une personne modérée. Oui. Alors, il faut aussi comprendre quel type de conversation on peut avoir avec ces personnes-là, en ce moment-là ou après la guerre. Et c'est ça, c'est pas gagné. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir des illusions sur la manière et sur les efforts qu'on peut avoir comme résultat suite à ces négociations. Je suis tout à fait d'accord avec Sergueï que malheureusement en Occident, on a quand même cette illusion qu'on peut persuader Poutine, qu'on peut parler, qu'on peut briser cette mur qui est là. Mais vous n'y croyez pas. Moi, je crois pas. Puisqu'on parle des menaces, puisqu'on parle après 3 mois de guerre, à mon avis, des menaces, des figures politiques ou des anciennes figures politiques comme Medvedev, il y a aussi nos éditorialistes russes qu'on montre très régulièrement. Modérés. Extrêmement menaçants aussi. Ça fait presque peur. Regardez. Ну, я, в принципе, доволен, что когда генсек там приехал и вот произошли... А вы вчера помните, что хотели? Да, я... Чтобы, когда Петков ехал, вот что-то случилось. Да, и, кстати говоря, вот когда Остин там был Окликали. вместе с этим... На каком-то этапе, в очень недалеком будущем, поедет какой-нибудь военный министр какой-нибудь натовской страны пообщаться с Зеленским на поезде в Киев и не доедет. А проснется где-нибудь в Москве. Новые правила в этом мире. И поэтому всякий военный министр, который завтра соберется в Киев, пускай он тоже об этом думает. Как бы не проснуться в Москве. Ces sympathiques éditorialistes commencent en disant qu'ils seraient contents que quand des personnalités étrangères se promènent sur le territoire ukrainien, ils seraient contents, si j'ai bien compris, que des bombes ou des missiles soient tirés, n'est-ce pas ? Voilà. Et puis il termine en disant maintenant, quand un chef d'État vient à Kiev, eh ben, vous savez quoi, il se réveillera le lendemain matin, non pas à Kiev, mais à Moscou. On le capturerait, on l'amènerait à Moscou. On frapperait le train. Mais finalement, c'est ce que je voulais vous dire au début de l'émission. Finalement, Poutine, il n'est pas perdu non plus. Il n'est pas perdu pour l'humanité. Il vit sur la planète. Vous avez raison, Eric, de dire la Russie ne va pas disparaître. Mais le reste du monde ne va pas disparaître pour Poutine non plus. Ce qui fait qu'il aurait pu, bien évidemment, envoyer un calibre ou une autre saloperie sur le train, ou même pas si sur le train, il aurait pu, par exemple, détruire des rails devant ce train. Et les 3 ou les 4 personnages n'arriveraient jamais à Kiev parce que ça aurait retardé d'une semaine le départ. Il l'a pas fait. Ça veut dire que pour le moment, il respecte quand même une certaine règle. Il a une certaine retenue. Il a une certaine retenue par rapport à ces clowns, mais clowns extrêmement dangereux. Une rationalité. Mais moi j'ai toujours dit que dans la société, sur la base de ce que nous voyons tous les soirs, russe actuelle du printemps 2022, Poutine n'est pas un extrémiste. Non. Il est plutôt il a l'air d'être un élément. C'est dingue, hein, mais pas le pire extrémiste. Ouais. Juste pour rajouter, il y avait un article de Alexei Reznikov, qui est ministre de la Défense ukrainien, dans Atlantic Council, qui était vraiment bien. Il a un peu... pourquoi je le dis ? Parce que ce qu'on voit, ce qui se passe maintenant en Ukraine, justement, c'est que les régimes autoritaires, ils arrivent à être beaucoup plus malins, vite, ils agissent vite, ils prennent ce qu'ils veulent. Et les démocraties en face,
ils sont lents. Ils sont là à agir, ils sont là à prendre des décisions parce que... Ça a toujours été le cas. Oui, c'était toujours le cas. Mais le problème là, c'est pas ça que c'était toujours le cas. Le problème, c'est que lui, il dicte la manière dont l'ordre mondial va s'installer. Parce que si on donne à lui cette partie de Donbass, ça va faire la même chose que c'était avec l'annexion de Crimée et du Donbass des parties territoires. C'est pour ça que l'Occident a réagi. Personne ne veut lui donner. C'est pour ça qu'il y a autant de livraisons d'armes et d'aide depuis des semaines. Tout à fait. Mais la question, il n'est pas là. La question, c'est quelle est la réponse face à un autoritaire de tel dans ce cadre-là, et pas que la réponse militaire. Effectivement, la réponse militaire, elle est là. Mais C'est la première à avoir. C'est la dans le rapport de force. vision de vraiment comment nouer ces liens, comment continuer à vivre avec un État de telle ampleur à côté. Vraiment. Mais je pense que tu as raison. C'est-à-dire que, d'abord, on voit quand même que on sait que ça finira à un moment ou à un donné autour d'une table. Le problème, c'est qu'avec des oiseaux pareils, ça ne va pas être gagné, l'affaire. Non, mais tout le monde le sait. Je pense qu'il n'y a pas de doute du tout. La deuxième chose aussi qu'on a bien compris, c'est que plus ils gagneraient de territoire et plus ça sera difficile de le reconquérir. Donc, moins il faut tout faire pour qu'ils en attrapent le moins possible. Ça, c'est la deuxième phase. Et je pense que ça a été dit, en fait, encore une fois, aujourd'hui. Troisième chose, si on n'arrive plus, d'une manière conventionnelle, à lutter sur le terrain, enfin, ou à les bloquer totalement sur le terrain, il y a quand même la troisième phase qui va être la question de la résistance, le travail de partisans, parce qu'ils vont avoir une vraie difficulté, avec 150 000 hommes seulement, à occuper et à tenir 25% du territoire ukrainien. Et donc la question de l'aide à une résistance, à une guerre de partisans va être vraiment fondamentale. On commence à l'avoir arrivé à Kherson, mais pour l'instant, les Ukrainiens, à juste titre, ne vont pas cramer des réseaux clandestins qui sont difficiles à mettre en place et à soutenir tant que ça ne sera pas important. Mais cette question sera un vrai sujet et une vraie option militaire à terme si on n'y arrive pas totalement d'un point de vue conventionnel. Et quatrièmement, en soutien d'une telle résistance, il faudra être extrêmement ferme sur, le respect des règles internationales, c'est-à-dire l'intégrité des frontières de l'Ukraine, ne pas céder justement là-dessus, et ça va être important. On peut discuter sur la question du statut et de la sécurité, et c'est pour ça que la question de l'adhésion à l'Union européenne sera importante, parce que ce sont les garanties de sécurité à long terme, et parallèlement, il faudra être extrêmement ferme sur le fait qu'il est hors de question, dans ce cadre-là, d'accepter la prise de fait et la reconnaissance légale de l'annexion. Ça, c'est et dans ce cadre-là, le président Macron a dit quelque chose de très intéressant aujourd'hui en Ukraine. Il a parlé de l'intégrité territoriale ukrainienne. Quand Joe Biden a envoyé son article il y a quelques semaines au New York Times, il a parlé de l'Ukraine, il n'a pas parlé de l'intégrité territoriale ukrainienne. Ça a été repris par les Ukrainiens, parce qu'ils se sont dit, mais de quelle Ukraine est-ce que Biden parle? Je trouve que le président Macron a été assez clair aujourd'hui, et j'espère que les Ukrainiens vont reconnaître, c'est qu'il a insisté à plusieurs reprises sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Et ça va être fondamental. Et d'ailleurs, on va peut-être l'écouter, Emmanuel Macron, qui le dit, qui insiste aussi. La décision, le choix, et vous réagirez juste derrière Renaud, reviendra aux Ukrainiens. Il l'a vraiment précisé, parce que avec ses propos sur ça allait mieux en le disant. Si je peux me permettre 2 secondes, c'est vraiment important, parce qu'à chaque fois que les Russes interviennent dans les conversations, c'est la seule chose qu'ils demandent tout le temps, c'est « mais pourquoi vous ne lâchez pas là-dessus ?» On verra le reste après. Donc il faut tordre le dos, tordre les bras des Ukrainiens, et ça, il faut vraiment se refuser à le faire, et le président ne veut pas le faire. On l'écoute, Emmanuel Macron. Les choix qui seront faits sur les territoires, les concessions éventuelles, à l'inverse, l'absence de concessions, c'est aux dirigeants de l'Ukraine de le faire. On n'imaginerait pas, nous, qu'un dirigeant international vienne expliquer aux Françaises et aux Français ce qu'il doit décider. C'était important, Renaud, qu'il le reprécise. Mais oui, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Didier a raison quand il dit finalement le discours n'a pas vraiment changé et il a été constant depuis le début. Mais c'est pas parce que dans votre fort intérieur, vous avez un discours que vous pensez constant qu'il est compris. Or, il n'était pas compris. Il n'était pas compris par une partie de l'Europe, Emmanuel Macron. Il n'était pas compris par tous les Ukrainiens et il n'était pas compris par une partie de l'Europe. Or, pour qu'il y ait un accord de sécurité global à la fin qui permette de vivre avec la Russie convenablement, il faut dès maintenant, et c'est le rôle d'Emmanuel Macron en tant que président du Conseil européen, de parler à toute l'Europe. Et c'est pas parce qu'on croit qu'effectivement, il y a une émotivité des pays baltes, de la Pologne, de tous les pays qui ont été dans le bloc soviétique en disant « ils exagèrent, évidemment qu'il faudra parler, mais on a le droit de dire faut pas humilier la Russie, ils m'ont bien compris ». Ben non, ils n'ont pas compris, compte tenu de leur passé historique. Et ça, aujourd'hui, Emmanuel Macron, pour la première fois, a été très clair, a dit des phrases que les Ukrainiens attendaient. Lorsqu'il dit
à plusieurs reprises et à la fin, je peux vous garantir que ni la France ni l'Allemagne ne négocieront avec la Russie à la place de l'Ukraine. Cette phrase-là, cette citation-là, vous l'attendiez depuis des jours et des jours. Et il ne l'a pas dit aussi clairement. Juste un truc, là, on est très centré sur nous, les Français. Il y avait Scholz qui était là. Scholz, c'est le patron d'une puissance beaucoup plus considérable que la France, ça s'appelle l'Allemagne, avec une économie florissante. Non, pas vrai, non, sur le plan militaire. Dans la puissance Non, économique. je ne parle pas sur le plan militaire. Oui, mais une puissance, c'est une puissance économique. Est-ce qu'il a dit des choses, je sais pas. Non, mais vous avez il n'y a pas que Macron qui a parlé. Sur la même longueur d'onde que... Le seul qui a parlé, mais parce qu'il est président de aussi l'Union actuellement Scholz du a Conseil parlé. de l'Union. Il a Oui, parlé, mais certes, mais bien sûr. celui qui a donné le ton, celui qui a insisté sur l'intégration dans l'Union européenne. Ludmilla, que retiennent c'est Macron. les Ukrainiens, on va poser la question différemment, que retiennent les Ukrainiens là de cette visite de cet après-midi? Donc ce qu'a dit Macron, l'adhésion à l'Union européenne, on a compris, les 6 canons apportés par Macron, l'explication sur la question de l'humiliation, ce qu'a dit Renaud à l'instant, ce sont les Ukrainiens qui choisiront eux-mêmes leur destin et la façon dont ils négocieront s'ils doivent négocier un jour, ça on a compris. Les Allemands, qu'ont-ils dit? Les Allemands, ils étaient beaucoup plus modestes dans leurs paroles, je trouve, parce qu'ils ont parlé de l'entraînement des militaires ukrainiens sur certains types d'armements. Chez nous, en Ukraine, on a même le verbe de Scholz, c'est-à-dire dire parle des beaucoup pour rien choses faire. sans rien faire. Ouais, il y a Ça n'a Macroné. pareil. Macroné, Scholzé et Draguiné, finalement. Tous les Européens, dès qu'ils parlent, c'est pour Non, rien. Macron, quand même, c'est Qu'est-ce pas que la même vous avez chose. comme mot nouveau en Ukraine alors? Il y a Macroné, Scholzé, Oui, il y a pas mal de néologismes. Dragué. Mais il y a Bayraktar. Ouais, voilà. Mais en gros, il y a un autre quand même un message très fort que moi je trouve en tant qu'Ukrainien j'ai entendu dans les messages de tous les 4 dirigeants, c'est sur le rétablissement de l'Ukraine, sur la reconstruction de l'Ukraine. Je pense que c'était très clair qu'il y a une envie d'engagement de la part de l'Union européenne et de la part de ces pays qui sont quand même le nœud de l'Union européenne dans quelque sorte, engagés pour aider l'Ukraine à... Mario vraiment Draghi, nous restaurer. reconstruirons tout. Nous reconstruirons tout, dit Mario Draghi. Yves Tréhard. Moi, je trouve que Le là, reconstruire, il y a quand j'ai même- pas il y a vu quand ça. même- il y a quand même une réflexion qui est très importante à conduire sur l'Union européenne. Parce que l'Union européenne s'est faite selon les canons de sa naissance, c'est-à-dire une machine de paix. Et tous les pays qui ont intégré l'Union européenne après le traité de Rome, ce sont des pays qui ont connu la dictature, qui ont été coupés du reste du monde. Et l'Union européenne s'est ouverte à eux en sachant que économiquement, démocratiquement, ils n'étaient pas au niveau du tout, mais il fallait absolument les absorber pour justement qu'ils ne partent pas et ne deviennent, d'une certaine façon, des ennemis à l'esprit occidental. C'était le Portugal, c'était l'Espagne, la Grèce pour commencer, et puis après, ça a été tout le bloc, les pays d'Europe centrale. Et ce qui est très intéressant, c'est que les crises successives depuis les années 2000 de l'Europe ont inversé. L'Europe n'était plus une histoire de gouvernants, mais c'était une histoire des peuples. Et les peuples se sont révoltés contre cette Europe qui marchait plus, et on ne voulait plus absorber justement de nouveaux États. Et quand on sait que, par exemple, les pays d'Europe centrale, leur ticket d'entrée, on leur a donné juste après qu'ils quittent le bloc de Berlin, le bloc soviétique, mais ils sont rentrés dans l'Europe 10, 15 ans après. Il ne faut pas oublier.